d'Alexandra Planinic. Bonjour. Bonjour, vous l'avez dit Agathe, l'actualité est marquée par le rapport du GIEC sur le climat. Les réactions suite à sa publication sont nombreuses. Si certaines voix appellent à de nouvelles mesures, d'autres estiment qu'elles sont déjà bien appliquées. Elle aura enfin droit à son lifting. La coupole à Bienne pourra entreprendre ses travaux de rénovation. Le financement participatif pour ce lieu emblématique de la culture alternative a abouti. Une découverte médicale qui va permettre une meilleure prise en charge des patients atteints du Covid-19. 2 marqueurs sanguins prédictifs d'une forme grave du virus ont été identifiés par des spécialistes suisses et français. Médaillée d'or olympique du haut de ses 14 ans, la plongeuse Tuen Angshan est devenue un véritable phénomène en Chine. Repérée dès son plus jeune âge, elle est envoyée dans un centre sportif régional comme des milliers d'autres petits Chinois. Objectif, en faire des athlètes de haut niveau. Des dirigeants de la planète aux militants pour le climat, le nouveau rapport alarmant des experts du climat de l'ONU a provoqué hier une avalanche de réactions. Les avis balançaient entre espoir de ralentir le désastre par des actions immédiates et appel à la mobilisation citoyenne pour maintenir la pression. Pour le conseiller national PLR Christian Wasserfallen, les mesures doivent être internationales. La Suisse, elle, en fait déjà assez. Nous faisons déjà beaucoup trop de choses. On a une loi de CO2 actuelle. On peut prolonger ces mesures. On a diminué l'émission de CO2, par exemple, dans le secteur de l'industrie. Beaucoup les montants et les quantités qu'on a économisées au niveau CO2 sont vraiment impressionnants. Le système de l'Agence de l'énergie pour l'économie fonctionne très bien. Ce sont ces systèmes qu'il faut développer dans l'avenir. Des propos recueillis par Marie Giovanola. Ce rapport tombe juste avant la COP26 qui se tiendra début novembre à Glasgow pour évoquer les enjeux du changement climatique. Durant ce sommet, la Suisse va défendre la mise en place de règles uniformes et efficaces applicables partout, a indiqué l'Office fédéral de l'environnement. Les Kurdes de Syrie ouvrent un bureau à Genève. Un bureau qui permet de représenter leur administration qui contrôle et gouverne une partie du nord-est de la Syrie. Leurs locaux ont été inaugurés hier soir. Toutefois, il ne s'agit pas d'une représentation officielle. Les Kurdes syriens n'ont pas de statut étatique, mais c'est plutôt une reconnaissance internationale qu'ils sont venus chercher à Genève. Marc Menichini. Aux côtés de la coalition internationale, les Kurdes de Syrie ont combattu le groupe terroriste État islamique. Ils détiennent encore dans leurs prisons et leurs camps les anciens combattants étrangers de Daesh, mais aussi leurs femmes et leurs enfants. Ces Kurdes syriens organisés en administration contrôlent un petit pourcentage de la Syrie sans aucune reconnaissance internationale. Après Paris, Bruxelles et Londres, les Kurdes syriens étendent donc leur réseau diplomatique avec un bureau à Genève. Présent sur place hier soir, Badran Chiakurd est le numéro 2 de l'administration autonome du nord-est de la Syrie. Nous n'avons pas pour objectif la formation d'un État indépendant. Au nord-est de la Syrie, nous avons instauré un modèle démocratique et fédéral qui fonctionne. Nous sommes ici à Genève pour que les États et les instances internationales comprennent et soutiennent ce modèle de gouvernance et pour obtenir un statut officiel. Autre objectif de ce bureau, approfondir les liens avec la Suisse. Aujourd'hui, Berne ne reconnaît pas ce gouvernement et refuse de rapatrier les combattants suisses de l'État islamique et leurs familles, aux grandes dames des Kurdes, Badran Chiakurd. Nous attendons de la Suisse un soutien politique de principe et un engagement envers notre administration, entre autres dans la lutte contre le terrorisme. Et puis nous avons besoin d'une aide humanitaire, économique et juridique. On espère un soutien supplémentaire de la Suisse dans ces différents domaines. Hier soir à Genève, les officiels kurdes ont remercié le gouvernement suisse pour leur aide dans l'ouverture de ce bureau, un soutien que le département fédéral des affaires étrangères réfute catégoriquement. Dans le canton de Vaud, le taux de chômage baisse encore pour le 6e mois consécutif. À fin juillet, il s'établit à 3,8%. C'est presque 1% de moins qu'il y a un an. Pour Françoise Favre, chef du service de l'emploi, c'est le signe que l'activité économique se réveille après les fermetures liées au Covid. On le voit mois après mois, puisque c'est une baisse qui est constante. Ça traduit vraiment la reprise qu'on peut constater dans tous les domaines, en particulier le domaine de la restauration, dans le nettoyage de la conciergerie, donc dans le service hôtelier qui reprend également, et puis également dans le commerce de détail. Donc vraiment, on constate la plus grosse baisse dans ces 3 domaines-là. C'est une baisse qui a été également constatée dans d'autres cantons, notamment Valais et du Tessin, mais également aussi et surtout dans les cantons alémaniques. Françoise Favre, interrogée par Malika Sialom. Et toujours dans le canton de Vaud, avec cette semaine qui s'annonce ensoleillée et chaude, les amateurs de baignade pourront à nouveau plonger dans le lac du côté d'Yverdon-les-Bains. La ville a décidé de rouvrir partiellement les plages après le retrait des eaux dues aux inondations. Toutefois, certaines zones restent encore inaccessibles et dangereuses.
Elle est un lieu incontournable de Bienne depuis plus de 50 ans et elle mérite un sérieux lifting. Elle, c'est la Coupole, lieu emblématique de la jeunesse, de la culture alternative et du hip-hop. Et dès cet automne, elle sera enfin en travaux. Célia Berthollet, un financement participatif a réuni plus de 90 000 francs, une somme qui permet donc de se lancer dans un assainissement conséquent. La Coupole va vivre sa plus grosse rénovation. Elle aura une annexe avec une deuxième salle de spectacle et le tout sera aussi insonorisé. Un chantier de taille qui a en réalité commencé en 2008, en tout cas sur le papier. En 2014 et 2015, plusieurs soirées de soutien sont organisées, mais les travaux se font attendre. Peut-être justement parce qu'ils sont conséquents. Beat Juncker a été actif pendant 20 ans à la Coupole. Il a co-organisé le financement participatif. C'était un peu endormir parce que c'est vraiment un projet énorme pour des structures presque tous avec des bénévoles. Ça peut être toujours des chants qui tirent un peu, mais c'est un projet pour des prochaines générations pour garder la Coupole au cœur de la ville. En 1968 se crée le Centre autonome de jeunesse qui gère la Coupole. Le bâtiment sera investi en 71 et son premier concert date de 1975. Elle devient rapidement un endroit mythique dans les milieux alternatifs et dans la culture hip-hop. Aujourd'hui, la salle vit des subventions et les travaux seront financés en partie par la ville. Mais Beat Juncker l'assure, la Coupole restera toujours la Coupole. C'est aussi des personnes qui ont eu peur. Déjà en 94 avec les dernières rénovations, ça va changer, ça va être plus la Coupole, mais ça change toujours un peu. La Coupole, ça a toujours un peu adapté avec le temps, mais à la base, ça reste la même chose. D'ici 2 ans, un nouveau visage pour un lieu qui traverse les époques. Et les travaux sont estimés à un peu plus de 5 millions de francs, dont 3 millions à la charge de la ville de Bienne. À l'étranger maintenant, l'annonce hier du meurtre d'un prêtre en Vendée a enflammé le débat politique en France. L'auteur présumé de ce crime, qui s'est lui-même rendu à la gendarmerie, serait aussi l'unique suspect dans l'incendie de la cathédrale de Nantes il y a 1 an. Son statut avait alors déjà fait débat, de nationalité rwandaise, se servant de messe au passé psychiatrique et réfugié en France. L'ecclésiastique tué hier l'accueillait depuis plusieurs mois dans sa communauté. Ariane Hasler. À peine la nouvelle tombée, Marine Le Pen lance les hostilités sur Twitter. En France, on peut donc être clandestin, incendier la cathédrale de Nantes, ne jamais être expulsé et récidiver en assassinant un prêtre. Le ministre de l'Intérieur rétorque aussitôt, l'enquête sur la cathédrale de Nantes étant toujours en cours, l'homme était sous contrôle judiciaire et donc non expulsable. S'ensuivent alors une série de passes d'armes entre les deux. Mais la présidente du Rassemblement national n'est pas la seule à attaquer. Une fois le suspect de ce meurtre identifié comme étant l'homme mis en cause dans l'incendie de Nantes, du côté des Républicains aussi, on met en cause son statut judiciaire ainsi que le contrôle dont il faisait l'objet. Le recueillement et les hommages n'auront duré que le temps de quelques tweets. L'approche de l'élection présidentielle accélère déjà le tempo. Ariane Hasler, RTS Info, Paris. En Martinique, les autorités invitent les touristes à quitter le territoire. Le département entier s'apprête à entrer dans une deuxième phase de confinement qui implique notamment la fermeture des plages, des hôtels et des commerces. Ces annonces interviennent peu avant l'arrivée du ministre des Outre-mer Sébastien Cornu et le ministre de la Santé Olivier Véran dans le cadre d'une visite de crise liée au Covid. C'est une avancée majeure pour une meilleure prise en charge des patients atteints d'une forme sévère de Covid-19. Une étude menée conjointement par le CHUV à Lausanne et plusieurs hôpitaux français vient d'identifier 2 marqueurs sanguins prédictifs d'une forme grave de la maladie. Cette découverte va permettre plus rapidement de mieux anticiper les soins à prodiguer, comme l'explique le professeur Giuseppe Pantaleo, co-auteur de cette étude et chef du service d'immunologie et d'allergie du CHUV à Lausanne. Nous avons découvert 2 facteurs qui sont présents dans les sangs des patients, qui sont augmentés d'une manière extrêmement précoce dans les patients qui font une maladie très sévère. Comme vous savez, on a aujourd'hui des agents thérapeutiques qui sont approuvés dans le cadre de maladies sévères, type, disons, les stéroïdes ou bien aussi des anticorps monoclonaux contre les Covid. Donc, si dans une phase très précoce, on peut identifier la présence de ces 2 facteurs dans une manière simultanée augmentée, donc ils nous permettent de prendre des décisions beaucoup plus rapides pour la mise en place des agents thérapeutiques beaucoup plus efficaces pour bloquer les virus.
Des propos recueillis par Gaël Klein. Foot et Covid-19 ne font pas forcément bon ménage puisque les supporters seraient plus exposés à une infection. La preuve au Royaume-Uni qui enregistre une hausse des cas de contamination un mois après l'Euro. Sidonie Gaucher. Si vous êtes un homme et que vous aimez le foot, vous avez 3 fois plus de chances d'attraper le Covid qu'une femme. C'est ce que suggère une étude britannique menée en juillet sur 47 000 volontaires. Cette différence serait due au fait que les hommes ont une vie sociale plus riche et notamment lorsqu'ils regardent du foot en groupe. Que ce soit d'ailleurs au pub ou au stade. Il y a quelques semaines, pendant l'Euro, l'OMS avait déjà observé une hausse des cas dans les zones de match, une augmentation touchant les plus jeunes, 1,33% des 13-17 ans et 1,4% des 18-24 ans. Quant à l'effet Wembley, où se sont déroulés les matchs au milieu de 60 000 spectateurs, il a bien eu lieu. 3 jours après sa rencontre avec l'Angleterre, l'Écosse a connu un pic d'infection. Plus de la moitié des cas enregistrés avaient un lien avec un événement de l'Euro. Un mal pour un bien, les chercheurs ont déclaré que l'élimination de l'Écosse a également contribué à faire chuter les contaminations. Sidonie Gaucher pour RTS Info, Londres. Cette nomination est pour moi un grand honneur, elle me remplit de fierté aussi. Ces mots, ce sont ceux de Murat Yakin, l'ancien entraîneur de Bâle. Grasshopper Oussion est officiellement le nouveau sélectionneur de l'équipe de Suisse de football. L'homme de 46 ans succède ainsi à Vladimir Petkovic et son objectif désormais sera de qualifier son équipe pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar en 2022. 14 ans, médaillée d'or en plongeon aux Jeux Olympiques de Tokyo, Tuen Hangchan, la plus jeune athlète de la délégation chinoise, est devenue un véritable phénomène dans son pays d'origine. Suite à sa performance exceptionnelle, son village d'origine a été pris d'assaut par les touristes. Issue d'une famille pauvre en zone rurale, la jeune plongeuse a déclaré vouloir devenir championne pour participer financièrement au traitement de sa mère malade. Michael Pecker, vous êtes à Shanghai. Si la motivation de la fillette a touché le public, son parcours est à l'image de milliers de jeunes sportifs d'élite en Chine. Oui, repérée à l'âge de 7 ans alors qu'elle jouait à la marelle dans la cour d'école de son village dans le sud de la Chine, Tuen Hangchan est envoyée dans un centre de formation sportif régional, des internats où les jeunes séjournent loin de leur famille, cours le matin, entraînement physique intensif l'après-midi, le rythme y est effréné. Sélectionnés de manière scientifique, les jeunes sont scrutés de près, poids, taille, constitution musculaire, répartition de la masse graisseuse. Les disciplines exactes sont ensuite attribuées en fonction des facteurs physiologiques et de l'habileté de chacun. Des usines à athlètes dont sortent la plupart des médaillés olympiques chinois. Si ces pépinières absorbent une quantité importante de jeunes, proportionnellement, peu d'entre eux atteignent le rêve olympique et les primes octroyées aux médaillés. À l'image de Tuen Hangchan, beaucoup de candidats aux médailles sont d'origine modeste. Interrogé par un média national, le directeur d'une de ces écoles de sport avouait récemment que la vaste majorité de ses élèves sont des ruraux, dont les parents sont plus facilement enclins à accepter les souffrances d'un régime intensif. Et selon les médias d'État chinois, les dons affluent pour venir en aide à la famille de la jeune plongeuse. Un hôpital régional s'est même engagé à prendre en charge le traitement de sa mère et de son grand-père malades. Merci beaucoup Alexandra Planinic.